Nous, les Québécois, on n'est pas des islamistes. Les dictionnaires, ça nous fait pas peur. Voyons donc la définition de phobie. Une phobie, du grec ancien phobos, est une peur démesurée et irrationnelle d'un objet ou d'une situation précise. La phobie est généralement ressentie comme irrationnelle par le patient lui-même. Notez qu'on dit le patient. Selon le psychiatre et psychanalyste Paul Denis, la phobie est une peur irraisonnée, irrationnelle, déclenchée par une circonstance sans danger. C'est ce caractère de danger irréel qui distingue cliniquement la phobie de la peur. Psychopathologique. Patient. La phobie est une maladie. Une peur irrationnelle, car dans une circonstance sans danger. Un danger qui n'est pas réel. Donc, cette insistance d'islamophobie par ces groupes islamistes nous donne à croire qu'ils possèdent déjà des informations sur un rapport psychologique d'Alexandre Bissonnette. Un rapport qui déclare qu'il est atteint d'islamophobie. Mais alors, pourquoi pas une journée contre la phobie? Pourquoi spécifier islamophobie? Il y a des milliers de phobies. Pourquoi mettre l'emphase sur le danger irrationnel du malade? Un danger qui n'existe pas. Lorsqu'on fait une campagne contre le cancer, on peut spécifier une campagne contre le cancer du sein ou un cancer qui affecte un autre organe. Car ces cancers existent bien. Ils ne sont pas irrationnels. Les cancéreux ne souffrent pas d'un mal imaginaire. Pourquoi cette emphase sur le mal imaginaire du patient Bissonnette alors? Qu'est-ce que l'ophiophobie? C'est la peur irrationnelle des serpents. Si une personne est en vacances dans une jungle et qu'elle déclare avoir peur des serpents, est-elle ophiophobe? Bien sûr que non. Elle est entourée de serpents venimeux. Une simple morsure peut la tuer. Mais avoir peur des serpents au Canada est irrationnel, puisqu'aucun n'est venimeux. Ce serait donc alors de l'ophiophobie. Et donc, si Bissonnette est déclaré islamophobe, c'est donc qu'il n'y a pas d'islamistes dangereux au Canada. Mais est-ce bien le cas? Voyons les statistiques sur les actes terroristes islamistes en Occident. Pas dans la jungle, là. En Occident. De 1980 à 1989, 2 actes terroristes islamistes. De 1990 à 1999, 2 actes terroristes islamistes. De 2000 à 2009, 7 actes terroristes islamistes, dont celui du World Trade Center. 3000 morts, 6000 blessés. De 2010 à 2014, 10 actes terroristes islamistes, dont 2 au Canada.
Le premier, le 20 octobre 2014. Attentat de Saint-Jean sur le Richelieu. Au Québec. Un tué, un blessé. Deuxième attentat, le 22 octobre 2014, fusillade à Ottawa, un tué, 3 blessés. De quelle phobie souffraient ces islamistes? Faudrait sans doute demander à l'expert en phobie, Boufdela Benablabla, là, à la mosquée de Québec. En 2015, 11 attentats terroristes islamistes. En 2016, 15 attentats terroristes islamistes. On est en progression, là. En 2017, 26 attentats terroristes islamistes en Occident, dont un autre au Canada. 5 personnes attaquées à coups de couteau. C'était donc pas difficile pour la CAQ et puis le PQ de refuser de supporter cette stupide proposition. Les deux partis libéraux et les débiles de Québec solidaire se font donc enculer par leur électorat islamiste irrationnel. Alexandre Bissonnette ne souffre pas plus d'islamophobie que le reste des non-musulmans au Québec. Ces statistiques démontrent clairement que la peur d'Alexandre Bissonnette est rationnelle. Les actes terroristes islamistes au Québec ne manquent pas. C'est la jungle qui vient à nous. Ce sont plutôt ces 70 groupes islamistes qui sont irrationnels. Et cette irrationalité fut encore plus évidente lorsqu'ils ont osé comparer leur prétendue islamophobie à la misogynie du massacre de Polytechnique à Montréal. Hey! 14 Québécoises ont été abattues par le fils d'un islamiste. Il suffit de lire les rapports psychologiques du meurtrier, Gamil Garbi, pour comprendre que c'est la culture islamique misogyne de son père, Rachid Lias Garbi, qui a fait de ce garçon un monstre. C'est bien pour faire disparaître le père de ce garçon que les merdias ont ordre de n'utiliser que le faux nom que s'était donné lui-même Gamil Garbi, juste avant son crime. Cacher toute trace de venin de ces serpents islamistes qui feraient du crime à Bissonnette un acte raisonné. Quelle ignoble insulte que de faire suivre la commémoration de ces 14 femmes assassinées par une commémoration de la misogynie islamiste du meurtrier. Elles sont où, les féministes? Elles sont proches des syndicats qui ont co-signé cette demande de ces 70 sectes islamistes misogynes. Féministe, mon cul. Une phobie est une peur démesurée et irrationnelle d'un objet ou d'une situation précise. Précise. Par exemple, il n'y a pas d'ophio-islamophobie. Il n'y a pas d'arachno-ophio-islamophobie non plus. Ce serait une peur irraisonnée des araignées serpents islamistes en même temps. Il n'y a pas de diversité en phobie. Pas de multiphobisme canadien aux islamistes. Or,
les 70 groupes qui se disent islamistes sur cette liste ont des conceptions islamistes différentes. La tentative du troufion bouffe de la peine à blabla de vouloir faire de tous les groupes islamistes une communauté est aussi ridicule qu'irraisonné. Car si tous les groupes islamistes forment une seule et même communauté, alors ils doivent inclure aussi les groupes islamistes terroristes. Et donc cela rend encore plus raisonné le geste de Bissonnette. Et donc pas de phobie. La grande folle Justinette Trudeau s'empiètre elle aussi dans cette incohérence d'une communauté islamiste. Tout dépend à qui Justinette et Blabla adressent leur message. Un discours sur mesure pour les différentes classes sociales, politiques, ethniques ou religieuses. Aux Québécois, ils parlent de communauté musulmane ou autre communauté religieuse. Mais à ces supposées communautés religieuses, ils parlent de diversité. Par exemple, dans une mosquée comme celle de Blabla, Justinette a ce discours. Vidéo. Diversity can be a source of strength, not just a source of weakness. And as I look at this beautiful room with the sisters upstairs, everyone here, the diversity we have just within this mosque, within the Islamic community, within the Muslim community in Canada, the diversity across our country. Vous avez bien entendu. Justinette se montre ravie de voir les femmes islamistes séparées des hommes et juchées tout en haut sur un balcon. Il appelle ça un bel exemple de diversité. La caméra ne nous montre pas ces femmes au balcon. Elle nous montre seulement les hommes en bas. Est-ce que ce serait par pudeur ou pour ne pas montrer qu'elles sont toutes sous une burqa? Ou est-ce que ce serait plutôt qu'elles portent des robes courtes, sexy, et qu'au balcon, elles montrent ainsi leurs petites culottes aux hommes en bas? Des robes courtes comme en portent nos pin-up en Occident? C'est peut-être de cette diversité dont parle Justinette. Il se rince l'œil, le petit coquin. Devant les caméras, Justinette a le même discours de diversité lorsqu'il parle avec le prince imam Muhammad Shah Aga Khan IV. C'est le grand imam de l'islam ismaéliste, de la branche chiite. Justinette a été critiquée pour avoir passé les fêtes avec cet imam, qui a plus de 25 millions d'adeptes islamistes. Pourquoi cette critique? On n'a pourtant pas entendu de critique de la part de Bouffe de la Blabla. En effet, pourquoi il critiquerait un membre de sa communauté? Mais derrière les caméras canadiennes, cet imam Aga Khan a un discours complètement contraire à celui de Justinette et Blabla. Vidéo. The brotherhood, yes. But brothers can be different. And they are different. And they want to be different. They don't want, many of the countries I know, heads of government, heads of state, don't want to be sort of dropped into some global melting pot as though every country was the same, had the same issues to deal with, the same history, etc. That's simply not reality.
There is no such thing as one Islamic world. L'imam assure qu'il n'existe pas de communauté islamiste. Et s'il y a un imam dans le monde qui l'a bien démontré, c'est sans conteste cet imam Aga Khan. Disons qu'il n'est pas le type d'imam qui passe son temps dans les mosquées à prier pour la construction de cimetières à Québec ou à contester des lois 62. Non, 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 non. L'imam Aga Khan est plus proche de la communauté québécoise que de la secte débile à peine blabla. En tout cas, personnellement, nous partageons, lui et moi, un goût certain pour les jolis pin-ups. La différence entre nous est que moi, je n'ai que les moyens d'en faire des tableaux, tandis que l'imam a les milliards pour pouvoir les épouser. En effet, la première femme de cet imam est nulle autre que la très jolie pin-up Sarah France Crocker. Oh! Son goût pour les pin-up occidentales, il les a hérités de son papa, Ali Khan, qui, lui, a marié la pin-up Rita Hayworth. Je suis sûr qu'en 1960, elle lui a montré sa petite culotte du haut d'un balcon dans une mosquée. À cette époque, la maman de Benna Blabla commençait tout juste à porter la burqa et son père lui faisait réciter la charia par cœur, sans chercher à en comprendre le sens, bien sûr. Le sens, c'est le papa d'Aga Khan qui va le trouver sous le joli baby doll de sa belle Rita. Et après quelques tours entre ses cuisses, il va pondre une nouvelle loi restrictive pour la première femme de Benna Blabla et autres troufions de la communauté islamiste. Mais où ont-ils trouvé leurs milliards, ces monarques islamistes Khan? Dans les jupes de Sa Majesté Élisabeth, voyons. En échange du contrôle sur le pétrole d'Iran, comme l'autre chat d'Iran avant la révolution, là. Des rois nègres. Élisabeth aussi avait son petit côté pin-up. Elle avait une affiche calendrier dans toutes les maisons au Canada. L'Aga Khan, comme son père avant lui, était chargé de former les terroristes islamistes en Afghanistan et au Pakistan. La communauté à Benna Blabla. Puis, après quelques années, les cuisses de Sarah France lui devenaient un peu trop familières. Et l'imam alors pense diversité. Il trouva sa deuxième pin-up, la jolie Gabrielle. En Occident, bien sûr. L'imam fait le sacrifice de laisser les femmes arabes voilées au Benna Blabla pour des mariages à vie et pour bien remplir les mosquées. Puis finalement, après un divorce très coûteux de Gabrielle, l'Aga Khan décide qu'après tout, le mariage n'est qu'un frein à la diversité. Il retourne alors aux sources de l'islam des grands califes. Le harem. Voilà donc la communauté islamique. De ceux qui nous exigent une journée commémorative contre l'islamophobie. Et puis tiens, pour terminer, demandons l'avis de notre islamiste québécoise nationale,
Warda Naïla. Faudrait faire des calendriers de celle-là aussi, hein? Une belle pin-up burqa pour les fidèles de Benablabla. Vidéo. Quand j'ai fait le choix de porter le niqab, là, quand le processus s'est fait, il n'y avait personne à côté de moi. Il n'y avait pas un guide spirituel, il n'y avait pas un politicien, il n'y avait pas un prédicateur, il n'y avait pas un imam, il n'y avait personne. Donc, ça vient d'où l'influence politique? Puis ça, c'est quelque chose qui vient me chercher parce que peut-être qu'il y a des hommes, quelque part, des hommes qui ont eu du pouvoir, qui ont imposé le voile à des femmes de force avec leur vue. Mais ça, c'est une décision d'homme. Moi, je suis une femme au Québec. J'ai choisi de porter le voile pour questions religieuses et non pas politiques. Il n'y a aucune interférence. Warda nous assure aussi, il n'y a pas de communauté islamiste. La burqa est pour moi un choix personnel. Mon Dieu, ma croyance et ma burqa. Elle a inventé sa propre religion. Elle a simplement emprunté quelques pratiques des islamistes, ici et là. Mais bien sûr, le double discours de sa langue fourchue n'a pas tardé. Vidéo. Mais moi, il fait partie de ma pratique. Moi, je considère que, comme les premières femmes, je vous l'ai déjà expliqué, les premières femmes se couvraient le visage, les premières musulmanes se couvraient le visage. Donc, je considère que c'est plus authentique dans la pratique, tout simplement. La burqa pour un islam plus authentique. Un vêtement religieux, là, n'est pas personnel. C'est un objet de culte. Et les cultes sont des règles des institutions religieuses, pas des membres. Alors, mes chers amis, qu'est-ce qu'on peut donc conclure après tout ça? Oui, il y a des serpents au Québec. Maintenant, je peux vous dévoiler le cœur du réseau de propagande anti-islam qui a servi à radicaliser le discours politique au Québec à des fins électoralistes et qui est donc en grande partie responsable de la radicalisation d'Alexandre Bissonnette. Alexandre Bissonnette a été introduit dans le réseau de radicalisation par son meilleur ami et même pratiquement son seul ami, Pascal Mercier-Lévesque. Ce Pascal Mercier-Lévesque est lui-même le meilleur ami du blogueur du Journal de Montréal, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Et ces deux amis sont amis et collaborateurs d'Éric Yaakov Debroise, qui est proche des organisations israéliennes spécialisées dans la propagande et la manipulation d'opinion. C'est Éric Debroise qui a organisé les marches anti-voile pour la Charte des valeurs du Parti québécois, ainsi que les manifestations anti-voile islamistes des Jeannettes. Mais c'est aussi Éric Debroise, avec le concours des organisations juives séfarades et même l'appui de la ministre juive de l'Immigration, Kathleen Whale, qui a été le directeur des publications de radicalisation anti-islam, qui ont influencé des milliers de Québécois comme Bissonnette. Ce serait trop long de faire le tour de tous ces livres et pamphlets anti-musulmans produits par l'équipe d'Éric Yaakov Debroise. On va se contenter sur l'ouvrage le plus important, car il est une collaboration de plusieurs auteurs, sous la direction de Debroise et Jérôme Blanchet-Gravel.
et qu'il est celui qui donnera le ton et l'idéologie qui sera appliquée à tous les suivants. Son titre est simplement « L'islamophobie ». Pourquoi avoir produit un livre qui réunit les plus importants militants contre l'islam sous la direction de 2 personnes? Pour pouvoir, bien sûr, unifier le message principal, c'est-à-dire imposer le discours commun. Ces auteurs auraient produit des conclusions différentes, car auraient trouvé des sources différentes. Il fallait donc éviter la recherche de sources sur l'essentiel du discours. C'est ce que Yakov de Broise a fait. Nous allons donc regarder ensemble le discours imposé par de Broise sur les fondements de l'islamophobie. Voici ce qu'il dit. L'islamophobie n'existe pas. Depuis plus de 15 ans, les partisans de l'islamophobie sermonnent, claironnent et martèlent dans les médias l'existence de ce phénomène sans être capables de le qualifier ou même le clarifier. Dans l'ouvrage « L'islamophobie », le professeur d'université Claude Simard démontre preuve à l'appui la quasi-inexistence du terme avant le 11 septembre. N'y avait-il donc pas d'islamophobie avant l'attaque des Twin Towers en Occident? Tout aussi improbable qu'impossible. L'accusation d'islamophobie est une paresse intellectuelle. Elle ne permet pas de débusquer les mécanismes négatifs qui affectent une communauté plutôt qu'une autre. Pire, dans notre étude, la construction de l'islamité et l'intégration sociale des musulmans, selon la perspective des leaders musulmans au Québec. Le sociologue considère que l'islamophobie est devenue le porte-étendard des lobbies religieux et pour les politiques. Elle est devenue la quête des votes d'une communauté musulmane considérée comme monolithique. Comme tout concept nouveau, l'islamophobie prête à controverse. Fin de citation. Donc, si on résume le discours de fond de ce livre collectif sur l'islamophobie, 1. Le terme islamophobie n'existe pas avant le 11 septembre 2001. 2. Il est inventé et utilisé après le 11 septembre 2001 par les leaders musulmans comme porte-étendard de leurs lobbies, comme moyen de pression sur les politiques. Et 3. Un concept nouveau par les leaders islamistes. Bon. Débutons par le point 1. Le terme islamophobie n'existe pas avant le 11 septembre 2001. Les sources d'informations sur ce sujet sont énormes et très riches. Quelques clics sur Internet et on obtient tout. À moins bien sûr qu'on a un directeur qui nous dit avoir déjà ces infos et qu'il est inutile de chercher, n'est-ce pas? Le terme islamophobie existe depuis autour 1923. Il apparaît au milieu des conflits entre l'impérialisme britannique et les régions conquises de l'Empire ottoman. Le terme est utilisé exclusivement par les spécialistes des études sociales dans leurs rapports. Il n'est donc pas connu dans l'ensemble de la population. Mais il existe. C'est en 1996 que le terme devient un mot commun, utilisé par l'ensemble de la population, grâce à un rapport qui fut publié par les grands médias au Royaume-Uni.
Et donc, l'affirmation que ce terme n'existe pas avant le 11 septembre 2001 et que donc cet événement en serait la cause est faux. Le terme devient commun 5 ans plus tôt. Ce qui nous amène au point 2. 2. Il est inventé et utilisé après le 11 septembre 2001 par les leaders musulmans comme porte-étendard de leurs lobbies, comme moyen de pression sur les politiques. Faux! C'est en 1968 que le Royaume-Uni se prépare à adopter le multiculturalisme et à l'imposer à l'ensemble des pays de son Commonwealth, dont le Canada bien sûr. Vous pouvez consulter mes vidéos sur ce sujet, si ce n'est pas déjà fait. Pierre Elliott Trudeau l'impose la même année. Le Royaume-Uni demande donc à ses spécialistes propagandistes de préparer des programmes pour coordonner les rapports entre les chefs des races et l'État du Royaume. Rappelons qu'à cette époque, la population musulmane au Royaume-Uni n'était pas nombreuse et peu organisée. C'est la communauté juive qui se sentit en danger et trouva une main tendue chez la gauche socialiste. Un organisme de propagande ou think tank fut créé afin d'assurer que les intérêts des organisations juives soient bien représentés dans les études qui seront produites. Cet organisme est le Runnymede Trust. Runnymede fait référence à la Magna Carta, la Grande Charte, qui protégeait les droits des églises, entre autres, et qui fut signée en 1215 par le roi Jean. C'est donc une charte anti-laïcité. On comprend donc ce choix de nom de cet organisme. Les rapports de cet organisme sont facilement disponibles sur le net, depuis longtemps. Les deux directeurs fondateurs sont Jim Rose et Anthony Lester, des Juifs bien sûr. Elliot Joseph Ben Rose, Jim, est un officier des services secrets de la Royal Air Force, devenu journaliste bien sûr chez Reuters. Anthony Lester est un avocat et politicien d'extrême gauche, membre de la Fabian Society, créée par les mêmes fondateurs de la Ligue des Nations, dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. Dès le départ, le Runnymede Trust fait des campagnes pour l'égalité entre les races et propose des lois contre les discriminations religieuses, bien sûr. Les mêmes rengaines insipides qu'on a aujourd'hui. Ils n'étaient pas encore dans les niaiseries de genre à l'époque. Ils s'appelaient encore Monsieur et Madame. L'Église anglicane doit donc devenir une Église comme les autres. De 1968 à 1992, les tensions montent entre les communautés. Et la Runnymede Trust met alors sur pied un comité spécial pour examiner l'antisémitisme au Royaume-Uni. Leur étude est publiée dans tous les médias en 1994 et s'intitule « Persistance et danger de l'antisémitisme ». En 1997, grâce au multiculturalisme, la communauté musulmane devient plus importante et surtout plus organisée pour faire face à ce multiculturalisme qui met les communautés en compétition. Le Runnymede Trust
a bien compris que cette immigration islamiste deviendra une force électorale puissante et que mieux vaut s'allier avec cette force que de s'en faire un ennemi. Le Runnymede Trust crée donc la Commission sur les musulmans britanniques et l'islamophobie, avec le sous-titre « L'islamophobie, un défi pour nous tous ». La justification de l'utilisation de ce mot par ces directeurs juifs fut « La discrimination contre les musulmans a pris tant d'ampleur depuis les dernières années qu'un nouveau mot dans notre vocabulaire est nécessaire. » Ce qui nous mène au dernier point du juif Yaakov de Broise. 3. Un concept nouveau par les leaders islamistes. Ha, ha, ha! Faudrait être naïf comme une sainte Ariane pour croire que Éric Yaakov de Broise et la juive Kathleen Whale ne connaissent pas le Runnymede Trust. Même chose pour les leaders des communautés musulmanes. Ça prend 5 minutes pour s'informer sur l'origine et l'utilisation du mot islamophobie. Le réseau de radicalisation des leaders juifs, en collaboration avec les leaders musulmans au Québec, sont donc responsables de la radicalisation d'Alexandre Bissonnette et d'une grande partie des jeunes Québécois. On y retrouve Simon-Pierre Savard-Tremblay, le blogueur du chef du PQ, PKP. Sa tâche était de faire la promotion du livre auprès des groupes de patriotes de droite identitaire par le truchement de son organisation Génération nationale. On y retrouve les 2 directeurs de l'ouvrage collectif, Éric Yaakov de Broise et Jérôme Blanchet-Gravel, qui étaient aussi les 2 directeurs d'Aventis Conseil, auxquels Kathleen Whale collaborait. Aventis Conseil, c'était quoi? Ces 3 moineaux avaient figuré de pouvoir faire fortune en offrant un service de gestion des problèmes de radicalisation qu'ils allaient en fait eux-mêmes provoquer. Ils vont créer le problème, puis offrir le service de le régler. Service payant, bien sûr. Kathleen Whale, ministre de l'Immigration du PLQ, de son côté, utilisait l'argent public pour radicaliser les musulmans, avec des pamphlets publiés et distribués seulement aux immigrants. En voici un bon exemple. On y retrouve toutes les organisations racistes, composées d'immigrants sélectionnés par la ministre Whale. Ils sont regroupés en race, en religion ou en nationalité. Ils sont bien sûr subventionnés par la ministre Whale et par des pseudo-fondations de charité créées par des familles protestantes et juives qui ont fait fortune sur le dos des Québécois après la conquête. Ces centaines de groupes racistes et religieux subventionnés forment la base électorale permanente du Parti libéral, qui assure ainsi juste assez de votes pour se faire réélire aux 4 ans. Prenons un exemple. Le Black Theatre Workshop, à Montréal, bien sûr. Vous voulez le nom en français? Oh, désolé, il n'y en a pas. Toute leur promotion, site web, subventionné par l'État québécois, unilingue anglais. Durant son mandat de ministre juive de l'immigration, Kathleen Whale a fait entrer une majorité d'immigrants anglais. Devant la grogne des Québécois et les sondages, le premier ministre Couillard a retiré Whale à l'immigration pour lui créer un poste sur mesure nommé ministre responsable des relations avec les Québécois de langue anglaise.
Ainsi, il peut s'occuper de près des groupes racistes et religieux anglophones qu'elle a créés à Montréal en vue des élections d'octobre. Vous voulez faire du théâtre au Black Theatre Workshop? Désolé, faut être noir. C'est un théâtre qui pratique le racisme systémique. Un racisme systémique subventionné par l'État libéral. La termitus ne manquait aucune représentation. Oh, mais regardez, il y a une exception. Elle est blanche, celle-là. Sophie El Assad. Ah ben non, elle est immigrante d'un pays d'Afrique. Et certainement musulmane. Une exception. Ah, une autre blanche. Sûrement d'un pays africain, elle aussi. Michelle Soicher. Elle n'est pas immigrante. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Après une petite recherche, c'est dans un article de l'Université Concordia qu'on trouve la réponse. En avril 2014, Michelle Soicher fut l'organisatrice d'une marche financée par les organisations juives dont le but était de faire la promotion du comportement exemplaire d'Israël envers les minorités sexuelles. Encore ici, les organisations juives travaillent à la division du Québec en factions distinctes, sur base de race, religion ou identité sexuelle. Or, la marche fut annulée au beau milieu de la rue, lorsque tout ce beau monde s'aperçut que les réseaux sociaux s'enflammaient par des minorités sexuelles qui dénonçaient l'hypocrisie d'Israël, qui utilisent cette technique pour se donner une fausse image et détourner l'attention de ces véritables politiques racistes. Et donc, qu'est-ce que cette blanche juive raciste fait au milieu de ce théâtre réservé aux Noirs? Elle est simplement une agente de Kathleen Whale qui surveille le comportement de ces Noirs anglophones, exportés ici d'Israël, qui n'en veulent pas, et qui doivent voter Parti libéral et lécher les bottes des organisations juives s'ils veulent continuer à recevoir leurs subventions. Comme le Runnymede Trust au Royaume-Uni, ce sont les organisations juives qui ont mandat de gérer l'invasion multiculturelle en Occident. Ne croyez surtout pas que ça ne concerne que le PLQ. Le PQ a sa Kathleen Whale aussi. Elle s'appelle Evelyn Abitbol et elle surveille tous les pas de Jean-François Lisée. Le but est de détruire les institutions de la nation québécoise en leur imposant des règles de diversité dans l'emploi, c'est-à-dire obliger un quota d'embauche basé sur la race, religion, sexe, comme vous le voyez ici au CHU de Québec et que vous verrez chez toutes nos institutions. Tandis que les institutions des immigrants, même publiques, ne se voient pas imposer ces règles et embauchent sans problème sur la base de la race, religion ou sexe. Ils ont même leurs propres centres locaux de recherche d'emploi réservés à leur race. Tandis qu'un centre d'emploi pour les Québécois de souche serait attaqué par des manifestations organisées par les institutions juives au service d'Ottawa. Autrement dit, les groupes immigrants sont encouragés, la nation québécoise réprimée. C'est un génocide progressif. Un génocide progressiste. Québec solidaire y est complètement soumis
En passant, Sainte-Ariane, tu as aussi Gabriel Nadeau-Dubois dans ta liste d'amis. Il est aussi dans la petite liste des auteurs de la petite maison d'édition qui a publié cette propagande collective de radicalisation. Alors, mes chers compatriotes québécois, on se laisse mourir? Ou on se rassemble, puis on leur en fait voir de toutes les couleurs? Moi, je débute dès maintenant. Moi, Georges Tremblay, aussi appelé Guy George, j'accuse le premier ministre Philippe Couillard d'avoir entretenu le réseau de radicalisation qui est responsable de la radicalisation d'Alexandre Bissonnette, qui souffrait de problèmes mentaux, ainsi que d'avoir ensuite tenté de mettre le blâme sur l'ensemble des membres de la nation québécoise. J'accuse aussi l'ensemble des organisations juives et islamistes qui ont ainsi été toutes complices et donc responsables de l'endoctrinement d'Alexandre Bissonnette. Non, ce n'est pas Alexandre Bissonnette qui devrait être en prison. C'est vous, Philippe Couillard.